bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel espace de réflexion, un moment suspendu que vous vous accordez. Loin du tumulte et du bruit incessant de notre quotidien. Installez-vous confortablement, prenez une profonde inspiration, et laissez votre esprit vagabonder. Aujourd'hui, je voudrais vous poser une question très simple, mais dont la réponse pourrait bien bouleverser votre existence. Avez-vous déjà eu l'impression tenace que votre propre vie vous file entre les doigts, comme du sable fin que l'on tenterait vainement de retenir? Avez-vous déjà ressenti cette fatigue sourde, cette sensation d'être constamment en apnée, d'être physiquement présent quelque part, mais mentalement à des kilomètres de là, perdu dans les regrets d'hier ou les angoisses de demain? Si ces mots résonnent en vous, sachez que vous n'êtes pas seul. Nous sommes des millions à courir sur ce tapis roulant invisible. C'est exactement cette souffrance moderne, ce mal du siècle, qui est au cœur de l'œuvre magistrale dont nous allons parler aujourd'hui, le présent. Écrit par le brillant Dr Spencer Johnson. Ce livre, d'une sagesse désarmante, s'ouvre sur une scène d'une banalité troublante. Une scène que beaucoup d'entre nous ont déjà vécue à la machine à café ou lors d'un déjeuner entre collègues. Imaginez un instant Bill, un homme serein et épanoui, qui retrouve son ancienne collègue, Liz. Liz est l'incarnation même de l'épuisement professionnel. Elle vient d'obtenir une promotion, ce qui devrait être une source de joie immense, une consécration. Pourtant, face à Bill, elle s'effondre presque. Elle avoue que depuis un an, sa charge de travail a explosé. Que ses journées défilent à une vitesse vertigineuse et qu'elle a le sentiment effrayant de ne plus rien contrôler. Elle se noie dans les responsabilités, étouffée par le stress. Face à cette détresse palpable, Bill ne lui offre pas de conseils techniques en management ni de formules magiques de gestion du temps. Il lui offre quelque chose de bien plus profond. Il lui offre une histoire. Une histoire qu'il a lui-même entendue et qui a radicalement changé sa façon d'aborder sa carrière et son existence. Il lui parle d'un conte initiatique, celui du cadeau précieux, ou le présent. Et c'est cette même histoire, riche en métaphores et en leçons de vie, que je vais vous raconter et décortiquer avec vous aujourd'hui. Laissez-moi vous emmener loin des bureaux et des open spaces. Pour faire la connaissance d'un jeune garçon plein de vie et d'un vieil homme d'une grande sagesse. Ce vieil homme et ce garçon partageaient une amitié rare et précieuse. Un jour, alors qu'ils discutaient paisiblement, le vieil homme évoqua l'existence d'un cadeau unique. Un don suprême qu'il appela simplement le présent. Il expliqua au garçon, avec une lueur mystérieuse dans les yeux, que ce n'était pas un jouet, ni une bicyclette. Ni rien de ce que l'on trouve sous un sapin de Noël. C'était, affirmait-il, la chose la plus précieuse qu'un être humain puisse recevoir. Car elle avait le pouvoir d'apporter une paix intérieure absolue et un succès véritable. Le garçon, avec l'innocence de son âge, s'imagina tout de suite une baguette magique ou une machine à remonter le temps. Il pensait que ce cadeau lui permettrait d'obtenir tout ce qu'il désirait matériellement ou de voyager dans des contrées exotiques. Mais le vieil homme souriait doucement et secouait la tête, lui assurant que ce cadeau n'avait rien de magique au sens féerique du terme, et surtout, qu'il se trouvait déjà tout près de lui. Le garçon, perplexe, retourna à ses jeux, oubliant bien vite cette conversation énigmatique. C'est fascinant de constater à quel point cette réaction enfantine reflète notre propre aveuglement d'adulte. Nous cherchons constamment le bonheur à l'extérieur, dans des objets, des statuts sociaux, des voyages lointains. Persuadés que la clé de notre épanouissement se trouve ailleurs, loin de nous. Pourtant, le garçon, à cette époque de sa vie, possédait déjà ce cadeau sans le savoir. Le vieil homme adorait le regarder jouer, car lorsqu'il jouait, le garçon était totalement absorbé par l'instant. Son rire était pur, son attention indivisible. Même en grandissant un peu, lorsqu'il tondait la pelouse pour gagner quelques pièces, il le faisait avec une concentration joyeuse. Il ne pensait qu'à l'herbe sous ses pieds, à la façon de tracer des lignes parfaites avec sa tondeuse. Il était heureux, tout simplement. Mais pourquoi perdons-nous cette capacité innée? Cela nous amène à observer l'évolution de ce garçon, devenu un jeune homme, puis un adulte inséré dans la vie active. Au fil des années, l'innocence s'estompe. Les exigences de la société, la pression de la réussite, les comparaisons incessantes viennent brouiller notre esprit. Le jeune homme de notre histoire commença à ressentir ce vide intérieur, cette insatisfaction chronique. Il chercha ce fameux présent dans les livres, sur Internet, en voyageant, en interrogeant tout le monde. En vain. Son quotidien devint terne. Au travail, il était physiquement à son bureau, mais son esprit vagabondait.
Il rêvait de promotions futures, de salaires plus élevés, ou ressassait ses erreurs passées. Même lors de ses moments de repos, lors de dîners entre amis, il n'était pas vraiment là. Son esprit était un tourbillon d'anxiété. Sa vie amoureuse s'effondra également, minée par les blessures du passé et l'incapacité à s'investir pleinement dans la relation présente. Ce portrait, si tristement familier, illustre la tragédie de la condition humaine moderne. Nous passons notre vie à attendre de vivre. Nous nous disons que nous serons heureux quand nous aurons cette promotion, quand nous serons en vacances. Quand nous aurons trouvé le partenaire idéal. Et pendant que nous projetons notre bonheur dans un futur hypothétique ou que nous pleurons un passé révolu. Le seul moment qui nous appartient réellement, l'instant présent, nous glisse entre les doigts. Épuisé, désillusionné, le jeune homme décida de retourner voir le vieil homme, son mentor de toujours. Il avoua son échec, sa fatigue, son désespoir. Le vieil homme, avec une bienveillance infinie, ne lui fit aucun reproche. Il l'écouta, apaisant son cœur tourmenté par sa simple présence. Et c'est là que réside une leçon cruciale, le vieil homme incarnait lui-même le présent. Il était serein, attentif, ancré. Il suggéra au jeune homme de prendre du recul, de s'isoler un moment dans une cabane en montagne pour réfléchir, non pas pour fuir, mais pour retrouver la clarté. C'est dans cette retraite silencieuse, au milieu d'une nature brute et apaisante, que la première grande révélation eut lieu. Un soir, alors que le jeune homme allumait un feu de cheminée pour se réchauffer, son regard fut captivé par la structure même de la cheminée. Il remarqua l'agencement parfait des pierres, la finesse des joints, l'harmonie de l'ensemble. Il comprit soudain que le maçon qui avait construit cette cheminée n'était pas un simple ouvrier pensant à sa fin de journée ou à ses soucis personnels. Pour réaliser une telle œuvre, ce maçon avait dû être totalement, intensément concentré sur chaque pierre, sur chaque geste. Il avait dû faire corps avec son travail. C'était une épiphanie foudroyante. Le jeune homme réalisa qu'il n'avait pas ressenti cette concentration, cet ancrage, depuis des années. Il passait son temps à fuir le moment présent. En regardant ce feu crépiter, il ne pensa soudain ni à ses échecs de la veille, ni à ses angoisses du lendemain. Il ressentit la chaleur, il écouta le silence, il apprécia l'instant. Et pour la première fois depuis très longtemps, il se sentit profondément heureux et en paix. Le mystère était enfin levé. Le cadeau du Uki, le présent, n'était autre que le moment présent lui-même. C'est une vérité d'une simplicité enfantine, et pourtant d'une difficulté redoutable à appliquer. Vivre dans le présent, c'est se concentrer exclusivement sur ce qui se passe ici et maintenant. C'est chasser les pensées parasites pour s'offrir totalement à la tâche accomplie, qu'il s'agisse de rédiger un rapport complexe, d'écouter un ami se confier, ou de savourer un repas. C'est dans cet état de pleine conscience que réside la clé de l'efficacité et de la joie. Quand on est pleinement présent, le stress diminue. Car le stress est presque toujours lié à une anticipation négative du futur ou à une rumination du passé. Le présent, lui, est souvent gérable. Cependant, l'histoire ne s'arrête pas à cette belle prise de conscience, et c'est ce qui fait la richesse de la philosophie de Spencer Johnson. Fort de sa découverte, le jeune homme retourna au travail, regonflé à bloc. Il s'immergea dans le présent, se concentra sur ses tâches immédiates, et vit ses performances s'améliorer considérablement. Mais très vite, la réalité le rattrapa brutalement. Lors d'un projet crucial mené avec une collègue peu investie, il décida de tout prendre en charge lui-même pour éviter les conflits, se concentrant uniquement sur l'action présente. Le résultat fut un désastre. Épuisé, il ne put tenir les délais et subit les foudres de sa hiérarchie. Son beau concept du présent venait de voler en éclats. Comment pouvait-il échouer alors qu'il appliquait le secret? Profondément déçu, il retourna voir le vieil homme. C'est alors que nous abordons la deuxième dimension fondamentale de cette philosophie. Le vieil homme lui expliqua que vivre dans le présent ne signifie pas devenir amnésique ou ignorer le contexte global. Il lui demanda s'il n'avait pas déjà vécu une situation similaire dans le passé. Le jeune homme admit que oui, il avait toujours eu tendance à fuir les confrontations, que ce soit au travail ou dans ses relations amoureuses, préférant porter le fardeau seul plutôt que de communiquer. Le vieil homme mit alors le doigt sur la faille, si l'on ne se sert pas du passé pour apprendre. On est condamné à répéter inlassablement les mêmes erreurs, détruisant ainsi la beauté de notre présent. Apprendre du passé est une démarche active et courageuse. Il ne s'agit pas de s'y vautrer avec nostalgie, ni de s'y emprisonner avec culpabilité.
La culpabilité est un poison qui nous fige. L'apprentissage, au contraire, est un moteur. Le vieil homme lui transmit une méthode simple en 3 questions pour désamorcer les regrets. Que s'est-il réellement passé? Qu'est-ce que j'en ai appris? Et que puis-je faire différemment aujourd'hui? En répondant honnêtement à ces questions, le passé cesse d'être un boulet pour devenir un tremplin. Chaque échec, chaque rupture, chaque erreur professionnelle devient une mine d'or d'informations. Le jeune homme comprit qu'il devait affronter ses peurs, communiquer avec ses collègues. Et ne plus reproduire les schémas de fuite qui l'avaient conduit à l'échec. Ainsi, quand le présent est insatisfaisant, quand on trébuche, c'est le signal qu'il faut se tourner vers le passé, non pour y pleurer, mais pour y puiser la leçon qui éclairera notre présent. Mais l'équilibre de la vie est fragile, et notre jeune homme n'était pas encore au bout de ses peines. Ayant maîtrisé l'art de vivre l'instant et d'apprendre de ses erreurs, il connut une période de succès éclatant. Il fut promu, ses relations s'améliorèrent, il se maria avec une femme formidable. Pourtant, avec ses nouvelles responsabilités professionnelles et familiales, un nouveau type d'angoisse s'insinua en lui. L'angoisse de l'inconnu, la peur de ne pas être à la hauteur des défis à venir. La sensation d'être débordé par une montagne de tâches sans savoir par où commencer. Il perdit à nouveau le fil de son présent, happé par l'anxiété. Une fois de plus, le vieil homme lui offrit la pièce manquante du puzzle. Il lui expliqua que vivre dans le présent et apprendre du passé ne suffisent pas si l'on navigue à vue, sans boussole. C'est ici qu'intervient le 3e pilier, planifier l'avenir. Beaucoup de gens confondent s'inquiéter de l'avenir et planifier l'avenir. S'inquiéter, c'est projeter ses peurs dans un futur incertain, ce qui paralyse l'action présente. Planifier, c'est imaginer un futur désirable, définir des objectifs clairs, et tracer une feuille de route pour y parvenir. Le vieil homme utilisa une image puissante, si tu n'as pas de plan pour ton avenir, tu seras ballotté par les événements. Victime du hasard ou des plans des autres. En revanche, si tu prends le temps, aujourd'hui, d'imaginer ce à quoi tu veux que ton avenir ressemble, et que tu établis les étapes pour l'atteindre, alors ton présent redevient calme. Tu n'as plus à t'inquiéter du futur, car tu sais ce que tu dois faire aujourd'hui pour t'en approcher. Le jeune homme comprit son erreur. Il se laissait submerger par l'urgence au détriment de l'important. Il apprit à consacrer du temps chaque matin pour planifier sa journée, chaque semaine pour planifier ses projets. Cette simple anticipation lui redonna le contrôle. Il n'était plus réactif, mais proactif. Son esprit, libéré de l'anxiété du lendemain, pouvait à nouveau s'immerger totalement dans la tâche de l'instant présent. Nous touchons là au cœur absolu de la sagesse transmise par ce livre. Le présent est comme un trépied. Si vous enlevez un seul de ses pieds, tout s'effondre. Vous devez vivre dans le présent pour savourer la vie et être efficace. Vous devez apprendre du passé pour ne pas répéter vos erreurs et améliorer votre présent. Et vous devez planifier l'avenir pour réduire l'anxiété et donner une direction à votre présent. C'est une danse subtile, une gymnastique de l'esprit de tous les instants. Mais il manque encore un élément, le ciment qui lie ces 3 piliers. Le jeune homme, devenu un homme mûr et accompli, finit par découvrir cet ultime secret à la mort du vieil homme. En pleurant son mentor, en voyant la foule de personnes venues lui rendre hommage. Des gens de tous horizons dont la vie avait été illuminée par la bienveillance du vieillard, il comprit ce qui rendait cet homme si spécial. Ce n'était pas seulement sa capacité à gérer le temps, c'était sa raison d'être, son pourquoi. Le vieil homme avait un but profond, aider les autres à trouver le bonheur et le succès. C'est ce but qui donnait du sens à son passé, à son présent et à son avenir. Sans un but, sans une raison d'être qui nous dépasse, les techniques de gestion du temps restent creuses. Vivre et travailler avec un but, ce n'est pas nécessairement accomplir des actes grandioses ou sauver le monde. C'est simplement savoir pourquoi on se lève le matin. C'est écouter sa voix intérieure, agir en accord avec ses valeurs, et chercher à apporter une contribution, aussi modeste soit-elle, à son entourage. Quand on agit avec un but, chaque action du présent prend une dimension nouvelle. On ne travaille plus seulement pour un salaire, on travaille pour accomplir quelque chose qui a du sens. On ne passe plus du temps avec ses enfants par obligation, mais avec la conscience aiguë de forger leur avenir et de savourer un amour inconditionnel. C'est cette réalisation bouleversante qui transforme définitivement notre protagoniste. Il ne se contente plus d'appliquer le secret pour son propre succès, il devient à son tour le mentor. Il partage cette philosophie autour de lui, dans son entreprise, créant une culture de l'écoute,
de l'apprentissage et de la vision partagée. C'est d'ailleurs ainsi que l'histoire boucle la boucle, en revenant à la discussion initiale entre Bill et Liz. Bill raconte comment, en appliquant ses principes, il a cessé de se battre contre des moulins à vent. Et Liz, l'auditrice épuisée du début, absorbe chaque mot comme une éponge assoiffée. Elle réalise à quel point elle s'est laissée dévorer par les regrets de ses échecs passés et par la terreur de ses réunions futures. Oubliant totalement de vivre ses journées. Dans les semaines qui suivent, Liz opère une transformation spectaculaire. Elle cesse d'être la victime de son emploi du temps. Elle apprend à s'isoler mentalement du chaos pour se concentrer sur une seule tâche à la fois. Elle aide une collègue en plein divorce à ne pas sombrer dans le passé, lui montrant comment chaque dollar d'énergie dépensé à ressasser est un dollar volé à sa reconstruction présente. Elle aide un vendeur démotivé à comprendre qu'il a perdu ses clients non pas à cause du marché, mais parce qu'il n'était plus au présent avec eux. Trop occupé à s'inquiéter de ses commissions futures plutôt que de se concentrer sur le service à rendre dans l'instant. Transformant leurs angoisses financières en un plan d'action concret. Ce qui leur permet de retrouver la joie pure de jouer avec leurs enfants sans l'ombre des soucis du lendemain. Ce voyage à travers le présent est une invitation puissante à la lucidité. Nous avons tous en nous ce jeune homme perdu, cette Liz épuisée. Mais nous avons aussi la capacité d'éveiller ce vieil homme sage qui sommeille dans notre esprit. Le cadeau n'est pas un objet que l'on achète, c'est un état de conscience que l'on cultive. C'est un choix quotidien, renouvelé à chaque respiration. Demandez-vous, là, maintenant, en écoutant ces mots, où est votre esprit? Êtes-vous prisonnier d'une dispute d'hier? Êtes-vous terrifié par une échéance de la semaine prochaine? Si c'est le cas, ramenez doucement votre attention ici. Regardez autour de vous. Sentez-les rentrer dans vos poumons. Acceptez que le passé est une bibliothèque d'enseignement, pas une prison de regrets. Acceptez que le futur est une carte à dessiner, pas un monstre à redouter. Et comprenez que le seul espace où vous avez un véritable pouvoir d'action, le seul espace où vous pouvez aimer, créer, rire et transformer votre vie. C'est ce fragment de seconde précis. C'est cela, le véritable succès. C'est devenir la personne que vous souhaitez être, en alignant vos actions présentes sur vos valeurs profondes. N'attendez pas que la vie vous bouscule pour ouvrir ce cadeau. Il est là, devant vous, à votre portée. Il suffit de tendre la main, de calmer le bruit de votre mental, et de choisir, en pleine conscience, de vivre, d'apprendre et d'espérer. Merci d'avoir partagé cet instant présent avec moi. Puissiez-vous faire de chaque jour qui vient une œuvre d'art, sculptée avec l'attention d'un artisan passionné. Éclairé par les leçons d'hier et guidé par la promesse de demain. Prenez soin de votre présent, car c'est le seul trésor qui vous appartienne vraiment.